Salut à toutes et à tous et bienvenue ici au Rasputin, l'un des lieux mythiques de la nuit parisienne. C'est d'ici que je vais vous présenter cette émission Cultureté consacrée à ces artistes français connus bien au-delà de nos frontières. Mais sans plus attendre, le menu, le sommaire de votre émission. Faut-il encore présenter Albert Uderzo avec son compère René Goscinny? Ils ont vendu plus de 350 millions de bandes dessinées à travers le monde. Un succès unique dans l'histoire de la bande dessinée. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Albert Uderzo. Claire Gibault, une femme politique, une très rare chef d'orchestre, elle nous a reçus lors de ses dernières répétitions. C'est à Toulon que nous sommes allés à la rencontre d'Enki Bilal. On ne présente plus l'un des grands maestros de la bande dessinée. Son trait, ses couleurs sont connues bien évidemment en France depuis les années 70, mais bien au-delà, dans le monde entier. Plein d'autres surprises dans ce Cultureté sans frontières. Vous le savez, notre rubrique Instagram, le Festival international de la pyrotechnie à l'île Maurice. Et enfin, un très beau portrait consacré au livre Blue Note sur les jazzmen des années 60-70 aux éditions Yellow Corner. Mais sans plus attendre, direction le sud-est de la France à Toulon pour la rétrospective Enki Bilal. Toutes ces œuvres sont reliées évidemment à des thèmes. Je me rends compte aussi de ça, de cette récurrence, de je dirais presque une obsession pour un certain nombre de thèmes, et ça j'assume totalement. Et en même temps, je pense que c'est un peu une photographie d'une partie de la vie des hommes, en fin de compte, de nos sociétés. Parce qu'il y a du politique, il y a du géopolitique, il y a du religieux, il y a du planétologique, il y a un peu de tout ça, et finalement c'est le théâtre de nos opérations, c'est la planète Terre, et c'est là-dessus que je me suis exprimé pas mal en fait. Je ne sais plus si c'est encore de la bande dessinée ce que je fais, je ne suis pas sûr. Hein. Je sais parfaitement que je me suis coupé d'un certain nombre de lecteurs qui ne s'y retrouvent pas, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que le fait de faire des films m'a aussi posé des questions sur la bande dessinée elle-même. Le fait de faire des films m'a amené à davantage de démarches littéraires, c'est-à-dire que l'écrit est devenu plus important et je l'ai intégré de manière différente. Donc j'ai abandonné un peu les narrations classiques, traditionnelles de la bande dessinée, au profit de quelque chose qui me correspond plus. Alors voilà, donc voilà, je pense que la bande dessinée continue à être importante, mais dans mon esprit, c'est celle que je pratique moi qui me fait avancer et qui s'inscrit, je pense, aussi dans une histoire de l'édition. Je considère que la bande dessinée est un tout petit peu conservatrice, donc c'est bien de la secouer un peu et de sortir de ses cadres habituels. J'espère surtout pouvoir continuer à fonctionner de manière libre. Ça, c'est très très important. Le terme de liberté est très précieux. Hein. On se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui, les espaces de liberté recommencent à se restreindre. Il y a 10-15 ans encore, il y avait des pays où on pouvait aller, on ne peut plus y aller aujourd'hui. Donc ça c'est très, très inquiétant parce que d'une certaine façon on évolue, on progresse et en même temps on régresse terriblement. Et j'ai l'impression qu'on est dans une période où la régression est plus forte. Donc je pense que le rôle des artistes c'est d'essayer de veiller à ça. Faire comprendre aussi que l'expression libre c'est quelque chose d'essentiel à la démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour ça aussi, tant qu'on peut. C'est une fable, hein, La couleur de l'air, enfin les 3 volumes c'est une fable qui pose la question de savoir que fait-on de l'endroit où on vit. Alors c'est pas seulement des pays, des villes, c'est une planète, c'est un système de vie,
c'est quelque chose de très précieux qu'on ne comprend pas, tellement ça nous dépasse. Je veux dire, on connaît encore très peu du vivant de la planète. Il y a encore des tas d'espèces qu'on ne connaît pas, qui existent. Donc il y a ce questionnement à la fin de cette fable qui se finit dans une espèce de rire un peu grinçant, hein, mais assez joyeux. Hein. Pour moi, c'est une fin joyeuse. L'idée, c'est quand même que les gens se posent des questions en disant, voilà, comment doit-on se comporter avec cette planète? Et tout ça, ça les ramène aussi à leurs responsabilités et politiques et des citoyens. Donc en fait, ça concerne tout le monde. C'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais on est forcément double. On est forcément une espèce d'enveloppe. Hein. Moi, forcément, celui qui est dans l'acte de création, je ne le connais pas, parce que je ne me vois pas. Ces moments-là sont des moments qui échappent d'ailleurs, qui doivent échapper à celui qui en est le sujet. C'est-à-dire que le créateur ne doit pas se voir en train de créer, ne doit pas avoir conscience de ça. S'il a conscience de ça, il triche. Je pense qu'il ne faut pas tricher dans cette expression-là. All set? Let's go. De la Scala à Berlin, à Paris ou en passant par Lyon, Claire Gibault a dirigé les plus grands orchestres à travers le monde. Et c'est justement entre deux répétitions que cette femme unique nous reçoit. C'est parti. 1969, c'est l'éclosion de Claire Gibault au niveau national. Cette année-là, la jeune Mancel reçoit le premier prix de la direction d'orchestre. Sa route est toute tracée. La musique, la direction d'orchestre fera partie de son existence, de son quotidien, de sa façon de vivre. Nous la retrouvons quelques années plus tard, salle Rossini à Paris, en pleine répétition des épigraphes antiques de Claude Debussy, orchestré par Jean-Claude Petit. La chef d'orchestre est la même. La passion est intacte, à fleur de mots et de gestes. C'est une telle passion, la musique, que c'est vrai que sans m'en rendre compte, je plie toute l'organisation de ma vie autour de cette passion. Ouais. Elle est envahissante et on a intérêt, quand on vit à côté de moi, à être aussi passionné, sinon on se sentirait exclu. C'est un langage et il y a, je pense, en chaque artiste un besoin de partager, de transmettre, c'est-à-dire que l'émotion est tellement forte à l'intérieur qu'on est obligé de la partager, on est obligé de la dire. En plus, ça donne un plaisir, une extase artistique très addictive. Donc on ne peut pas s'arrêter quand on aime l'art qu'on est en train d'exercer, on n'a envie de jamais s'arrêter. La carrière de Claire Gibault s'inscrit sur les 5 continents. Depuis 1976, où elle prit la direction musicale de l'orchestre de chambre de la ville de Chambéry, elle traversa le globe pour y diriger les orchestres les plus prestigieux, les interprètes les plus connus. De Vienne à Londres, de l'Opéra Bastille aux États-Unis, Claire Gibault s'est imposée comme une référence dans ce monde d'hommes. Elle garde en elle 2 priorités pour exercer ce métier, le professionnalisme et le plaisir. Le métier de chef d'orchestre, justement, ça combine ces 2 aspects, c'est-à-dire le sang-froid, et on est bien présent pour contrôler tout ce qui se passe et le corriger, le rectifier, et il faut être très vigilant. Et puis en même temps, il faut être dans la passion, dans l'interprétation, dans quelque chose qui est beaucoup plus irrationnel. Donc on passe d'un état à l'autre en permanence, et c'est tout un métier. Alors, on va essayer de trouver une chose plus rapide, l'arpège, et séparer chaque accord. 3, 4. Voilà. C'est bien. Voilà, exactement ça. 3. Voilà, c'est très joli comme ça. Guillaume, tu peux faire plus de nuances à l'intérieur de la phrase du début.
Ça a beau être un tombeau, il faut que ça soit plus vivant. Hein. Le poste de chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit écouter tous ces musiciens et les réunifier. Donc il faut avoir une vue, une audition et une vue très synthétique. En tout cas, ce qui est absolument passionnant dans le métier, c'est tout ce qui s'échange entre les musiciens et le chef, les regards, les respirations, les sourires aussi, qui rendent le métier si vivant et si relationnel. Voilà. Et l'amour qu'on peut ressentir pour le groupe avec lequel on joue. Donc c'est pas toujours aussi idyllique. Mais c'est vrai que avec mon propre orchestre, avec les musiciens qui sont des véritables amis, où il y a une estime réciproque, il n'y a absolument plus rien de contraignant, plus rien de vraiment directif. On se comprend à demi-mot et on fait de la musique ensemble. Bravo à tous. C'est beau, hein? Ouais. All set? Let's go. Lorsqu'il débuta cette aventure avec son compère René Goscinny, jamais Albert Uderzo aurait pu imaginer un tel succès. 350 millions d'albums, 110 traductions à travers le monde. Il nous a reçus en toute simplicité, comme d'habitude, chez lui. Un vrai plaisir pour nous et j'espère pour vous. Et voilà, c'est le fixe. Première mondiale. Première mondiale, oui. Je crois que c'est commençons, si vous voulez, par le travail de ceux que j'appelle mes fans fous, qui sont venus me trouver avec des flammes dans les yeux, en me disant, voilà, on veut parler de tout ce que vous avez fait. Et pour moi, c'était quelque chose que j'avais perdu de vue. Vous savez, ces choses que j'ai pu faire il y a 60 ans, j'avais aucune raison de m'en rappeler d'ailleurs. Et comme ils avaient l'air d'être très demandeurs, je me suis plié à leurs questions. Mais surtout, ils ont fait un travail considérable de recherche. Ils n'ont pas trouvé les originaux. Alors ils ont dû prendre ce qu'ils ont pu trouver, à savoir les publications de l'époque, qui étaient très difficiles comme impression. Ils ont dû nettoyer les films. Ça a été un travail considérable. Et puis maintenant, ils sortent ces bouquins, dont je suis très honoré d'ailleurs, que quelqu'un veuille bien s'occuper de ça. Ça me vieillit un petit peu, mais enfin, faut l'accepter comme ça vient. Oui, l'anthologie, ça vaut mieux que la nécrologie d'ailleurs. Et bien sûr, de son vivant, toujours très agréable d'avoir affaire à tout ça et de savoir qu'on n'est pas oublié. À la mort de notre malheureux ami, ça a été un désastre reconnu par toute la presse. Et toute la presse ne parlait pas de moi. Et on disait, René Goscinny est décédé, Astérix c'est fini. Alors évidemment, j'en souffrais un peu, mais je souffrais tellement de la perte de mon ami que ça passait en seconde position. Et puis je me suis réveillé un peu quand même, et grâce aux lecteurs qui m'ont dit, dont certains m'ont écrit, j'ai gardé des lettres, Monsieur Uderzo, vous n'avez pas le droit de vous arrêter, parce que Astérix ne vous appartient pas entièrement, il appartient aussi à vos lecteurs. Alors ça m'a un peu réveillé, et puis disons qu'on a un petit fond d'orgueil qui m'avait fait souffrir à l'époque. Je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on va voir. Et bêtement, je suis parti dans une aventure insensée, alors que j'ai toujours été un garçon plutôt timide, renfermé, n'ayant pas le courage de montrer mes possibilités. Je suis devenu non seulement auteur, j'ai repris la succession de Goscinny, ce qui était extrêmement dangereux. Je ne savais pas du tout s'il en serait capable. Et quand est apparu le premier album, fin des années 80, donc 3 ans après le décès de mon ami René, j'ai eu très peur. Et j'ai entendu les critiques, dont une m'a fait un plaisir immense.
Ça n'est pas Uderzo qui a écrit le scénario, c'est certainement un scénario que Goscinny avait écrit avant sa mort. Pour moi, ça a été un délice. Je ne pense pas qu'il existe des couples comme ça de travail qui durent, ça a duré 26 ans quand même, dont 18 avec Astérix. Tôt ou tard, dans un couple de travail, comme ça, il y a des choses qui balancent, ou bien ils se fatiguent, ils se séparent, ou bien alors ça va plus loin, ils s'enguirlandent et ils se séparent. Nous, ça n'a jamais été le cas. Et enfin, voilà, il n'est plus là maintenant, mais il est encore là. Il nous entoure toujours avec tout ce qui se fait encore aujourd'hui. C'est encore le patron. On ne travaille pas tellement pour l'avenir très lointain. J'ai jamais eu des idées aussi fortes. Vous savez, on ne peut pas réclamer le succès d'un Victor Hugo ou d'un tous ces grands hommes qui ont marqué notre littérature, parce que on sait d'où on vient, on ne sait pas d'où on va aller. C'est un métier qui a tellement été décrié. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on est revenu à nous grâce aux lecteurs, c'est vrai. Si ça n'avait tenu qu'à certains autres, on en serait toujours au plus bas. Donc, merci aux lecteurs, et c'est eux qui décideront de l'avenir du personnage. All set? Let's go. Vous le savez, c'est désormais une nouveauté dans votre émission Culture T, la rubrique Instagram, ou comment découvrir une ville, un territoire à travers un artiste du réseau Instagram. Il y a des hasards un petit peu partout, on tombe sur un lézard. Et bien cet animal urbain, on va essayer de le dompter. On part du réel, on part de cette rencontre, des petits hasards de tous les jours. Puis on essaye de décaler légèrement le regard pour créer une nouvelle situation et du coup permettre au public de voir ce petit moment, ce petit instant à travers le regard décalé d'Élix. Je dessine debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. J'ai toujours dessiné, depuis tout petit j'étais dessinateur de presse il y a 20 ans et ce personnage a déjà existé même sous une forme 3D dans mon travail en art numérique il y a plusieurs années. Et puis il y a quelques années, il y a environ 3-4 ans, j'ai commencé effectivement un dialogue graphique en essayant de trouver la forme la plus expressive. Et c'est comme ça qu'Élix est apparu. J'ai commencé à poster ça sur les réseaux sociaux et c'est vraiment dans les yeux du public qu'il est devenu un personnage et on a commencé à ce moment-là une exploration de se dire voyons comment on peut créer une personnalité virtuelle à partir d'un dessin. C'est entre une forme d'amis, mais c'est et puis un membre de la famille. Je me présente souvent comme le papa d'Élix, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, il a sa vie propre, hein, c'est-à-dire que effectivement, c'est un personnage, donc il a un certain nombre de caractéristiques et des attitudes. Il y a des choses qu'on ne verra jamais faire. Et c'est vraiment pas mon double, c'est un petit bonhomme très bienveillant et surtout qui a conservé, c'est un peu une représentation du regard d'enfant qu'il y a en chacun d'entre nous. Élix, un rien le rend joyeux en fait. Et il arrive à voir ce que nous, on ne voit plus. Et il nous le révèle. Alors je vais attendre que le bateau mouche passe derrière. Hop. Je fais souvent le parallèle avec les impressionnistes.
qui ont été libérés finalement de leur atelier par l'invention du tube de peinture et ce qui leur a permis d'aller peindre ce qu'on dit sur le motif. Et moi c'est la même chose, je suis vraiment un artiste de l'ère numérique et j'ai grandi là-dedans, j'ai expérimenté toute une série de choses, des CD-ROM, des titres multimédia, des installations, des spectacles. Et d'un coup, effectivement, la miniaturisation et la démocratisation du numérique ont fait que j'ai pu me libérer de l'atelier technologique avec toutes ces machines que je fréquente encore régulièrement, mais pour aller créer sur le motif et faire de la création digitale in situ dans la rue. All set? Let's go. C'était la première édition de ce festival international de la pyrotechnie à l'île Maurice. Direction donc l'Est, le nord-est de l'île Maurice, où c'est la France qui sort grand vainqueur de cette première édition. Fin novembre 2014, sur la côte est de l'île Maurice, dans la baie de Bradeau, entre l'hôtel Constance du Prince Maurice et la plage publique, se déroula le premier festival international de la pyrotechnie de l'île Maurice. Pour cette toute première édition, 4 nations étaient représentées, la Chine, l'Australie, le Brésil et la France. On est relativement passionné de pyrotechnie ici au Prince Maurice. On effectue, de par le site qui est assez exceptionnel, pas mal de tirs dans l'année, en différentes occasions. Le site permet de tirer des feux sans danger et permet aussi aux Mauriciens de profiter dans la baie, à l'opposé de l'hôtel, de profiter aussi du spectacle. Je crois que c'est important pour la population mauricienne d'être associée à ce genre d'événement. Voilà, pour nous c'est crucial, pas seulement la population mauricienne autour de l'hôtel, mais aussi de l'île Maurice tout entière. Au menu de ce concours, les meilleurs artificiers au monde, dont l'entreprise française Lacroix Ruggieri, qui illuminait déjà le ciel de Paris sous le règne de Louis XV. Aujourd'hui, ces spectacles de feu se diversifient de plus en plus et nécessitent une précision chirurgicale. Aujourd'hui, on règle un spectacle sur un ordinateur, donc tout est calculé au 3 centièmes de seconde et on synchronise parfaitement les effets avec la musique, puisqu'on connaît la balistique des effets, c'est-à-dire la durée de montée, la durée de l'effet, et tout est synchronisé. Tout ce qui est aérien, c'est-à-dire des formes de bombes avec des sourires, avec des cœurs, des étoiles, tout ça, ce sont des étoiles qui sont rangées dans les bombes. Les bombes sont sphériques et les étoiles sont rangées à la main. Donc quand la bombe explose, on a la forme que l'on a dessinée et que l'on a rangé dans la bombe. Deux soirées furent nécessaires pour présenter aux Mauriciens les 4 spectacles de feu. Le jury départagea avec quelques difficultés les compétiteurs, mais il ne devait en rester qu'un seul. Le premier, c'est la France. La France est donc la gagnante de cette première édition, un festival qui a remporté un fort succès auprès des Mauriciens qui profitèrent de ce spectacle unique. Une seconde édition se profile déjà pour l'automne 2015. All set? Let's go. Yellow Corner, c'est avant tout des tirages photos limités, grand format, assez exceptionnels. C'est aussi aujourd'hui une maison d'édition, des livres rares, notamment cette nouveauté Blue Note consacrée aux jazzmen les plus grands depuis les années 50, 60, 70. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux et de tous ceux qui ont participé à ce livre exceptionnel. Drop it. Au-delà d'un hommage à la musique, c'est un hommage à la photographie, car peu de gens savent que
Francis Wolff était en fait un photographe. Francis Wolff était le fondateur de Blue Note, donc un musicien et quelqu'un qui aimait le jazz par-dessus tout, mais aussi la photographie. Et en fait, à chaque fois qu'il assistait à des enregistrements ou qu'il suivait les musiciens, il avait toujours avec lui son Rolleiflex. Et il a pris comme ça des dizaines et des dizaines de clichés de tous les plus grands jazzmen qui ont signé chez Blue Note. Et tout ça, c'est un héritage sur lequel on est tombé il y a peu de temps, qui n'avait pas été vraiment exploité. Et bien sûr, avec Michael Kruskena, qui est maintenant l'ayant droit de ces photographies, on a décidé de faire ce livre magnifique pour les 75 ans de Blue Note, car c'était une date anniversaire qu'il ne fallait pas manquer. Ce qui est unique à propos de Francis Wolff, en plus d'être un grand photographe, c'est que si vous regardez bien le contenu du livre, il n'y a quasiment que des portraits. Généralement, un photographe met 12 heures à réaliser un portrait. Lui ne prenait que quelques secondes pendant que les musiciens répétaient. Quand je regarde ces photos, j'entends la musique qui était enregistrée à cette époque. Pour moi, il faisait vivre la musique. All set? Let's go. C'est désormais une tradition dans votre émission Culture T, la rubrique Beau livre. Les petits maîtres de la peinture aux éditions de l'Amateur, c'est un rendez-vous avec ces milliers de peintres oubliés de 1820 à 1920. Dans ce dictionnaire unique, plus de 1000 pages et 2500 illustrations qui vous transporteront au gré des pinceaux et des toiles de ces maîtres qui écrivirent l'une des plus belles pages de l'histoire de l'art. De tableaux en notices biographiques, on ne peut être qu'admiratif devant autant de création et de créativité. De paysages, en portraits d'huile en aquarelle, on ne peut que dévorer ces pages où l'art transpire avec magnificence. Un ouvrage indispensable pour les amateurs de peinture. Les éditions Phaidon vous proposent un livre abécédaire regroupant 280 artistes internationaux du XXIe siècle. Du célèbre Jeff Koons à l'artiste protéiforme Matthew Barney, du photographe Shirin Neshat au peintre allemand Neo Roche, cet ouvrage est une plongée dans l'art contemporain avec ces artistes exposés dans le monde entier. Si vous aimez l'art contemporain, ce livre est fait pour vous. Et si vous y êtes réfractaire, feuilletez quelques pages, vous changerez peut-être d'avis ou pas. Petit, c'est l'histoire d'une famille d'ogres comme on pouvait en avoir peur lorsqu'on était enfant. Petit, c'est le fils du roi ogre. Un fils qui n'est pas un ogre mais un petit homme. Son père veut sa mort, il sera sauvé par sa mère et confié à sa tante Desdée. Cette bande dessinée, superbe, est signée Hubert au scénario et Gatignol au dessin, dans la très réputée collection Métamorphose des éditions Soleil. On est happé par la force du récit, un conte à l'ancienne, mais qui dans sa réalisation devient très moderne. L'histoire est étonnante, envahissante, une très belle réussite qui donne un coup de fouet au conte traditionnel. Depuis plusieurs siècles, le nom de Pompéi entraîne une forme de fascination pour ce lieu unique au monde qui fut enseveli suite à l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Dans cet ouvrage, aux éditions Place des Victoires, on découvre le patrimoine exceptionnel de cette ville qui ne réapparut aux yeux du monde que lors de fouilles débutées au XVIIIe siècle. Des fresques, des mosaïques, des sculptures, on découvre le quotidien des habitants de Pompéi. On est surtout subjugué par la profusion d'édifices et d'œuvres d'art d'une rare beauté. Ce livre nous rappelle aussi combien ce site est fragile, aujourd'hui dans un état de grand délabrement alors qu'il fut classé patrimoine mondial de l'humanité en 1997. Autre monument en péril, le peuple des abeilles. En France, 30% des colonies d'abeilles disparaîtraient chaque année. Un constat terrifiant, tant on connaît l'importance des hyménoptères dans l'équilibre de la planète. Les éditions Place des Victoires vous proposent de découvrir l'histoire de ces abeilles, leur quotidien et leur importance dans notre vie. Le livre est superbement illustré, il vous passionnera et je l'espère aussi, vous inquiétera. Un monde sans abeilles perdrait de son humanité. All set? Let's go.
C'est la fin de votre émission Culture T consacrée à ces artistes français sans frontières. Je tenais à remercier l'équipe du cabaret Rasputin de nous avoir accueillis pour tourner les plateaux de cette émission. Tous les rendez-vous de Culture T, c'est évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve avec ma chronique bande dessinée dans Métro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Empty nest, left by anticipation. They out to get inspired, yo, they tired of waiting, better start praying. My spirituality checks like a moment of truth or reality check. Plus it sets the mood. It's easy to forget what is true if I lose focus of the why and the who and the where. It's right here, right now, the backstage. We hoping to raise some eyebrows, cause hey, we might bow till the lights go down in the venue. I'm hoping that they let us continue like encore. We got more if they want more to unlock doors. The reason why we came on tour. Ce mois-ci, je vous emmène à Reims.